c'est que vous allez trouver que... On l'avait mis au final, mais en fait, il n'y en a pas. Il y a mon correcteur qui me dit qu'au final, il n'y en a pas. Ouais. Donc vous les enlevez tous, il y a le chef qui dit qu'il n'y en a pas. Ça change rien parce que c'est des rapports à la fin. À la fin, c'est des rapports. Mais je crois que Fermi dira qu'il ne serait pas content s'ils étaient là. Heureusement, ils sont morts. Donc, si vous remettez ça dans les W, donc vous remettez tout ça dans l'égalité et vous trouvez que W KK' nu prime exponentielle de moins bêta E nu prime moins E nu. Donc ça, c'est la partie phonon qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis vous avez ici un terme qui apparaît qui est exponentielle de bêta epsilon K' moins nu. Et puis, parce que alors ça, c'est parce que je le repasse en haut, du coup, hein, mon truc. Et puis, vous avez ici un W K', nu prime nu, exponentielle de bêta, epsilon K moins mu. Et alors, si je remets tout ça ensemble, vous avez la conservation d'énergie qui vous impose que U nu prime moins E nu est égal à epsilon K' moins epsilon K. Donc ça veut dire simplement que l'énergie qui est perdue, oui. Égal là, oui. Oui, le symbole, il est là. Donc ça veut dire simplement que l'énergie qui va être fournie par le phonon est transférée à l'électron, ou inversement, l'énergie qui est perdue par l'électron est fournie au phonon. D'accord ? Donc ça vous entraîne simplement la chose suivante. Si vous simplifiez tout ça, vous obtenez que WK K' nu prime est égal à WK' K nu prime nu. Donc ça, c'est un premier résultat qui est intéressant. Ça veut dire que si vous regardez les processus exactement inverses, vous obtenez bien que c'est complètement réversif. C'est-à-dire que le noyau de l'interaction, si vous regardez KK' nu prime et le processus exactement inverse, vous avez bien le même paramètre d'interaction. D'accord ? Donc là, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Quand on regardait le choc 2 électrons, vous regardez la même chose dans l'autre sens, vous obtenez bien la même chose. Donc là, on est content. Par contre, si vous regardez le paramètre complet, c'est-à-dire ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire les électrons qui montent et les électrons qui descendent. C'est-à-dire que là, on regarde le même processus, nu prime, nu. Par contre, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on va considérer les phonons qui font nu prime, mais aussi ceux qui font nu moins 1. C'est-à-dire que nu prime peut être plus 1 ou moins 1. D'accord ? À ce moment-là, ce que vous avez ici, c'est que vous avez lambda K', d'accord, qui est égal à lambda K', et vous trouvez ici ce qui vous reste, un exponentiel de bêta K' moins epsilon K. Alors, d'où ça vient ce machin ? Ça vient simplement du fait que vous allez garder dans les grands lambda un principe d'exclusion, d'accord, qui est sur les électrons, parce qu'on a un échange d'énergie. D'accord ? Alors ça vient du fait que vous avez des phonons, en fait, et si vous regardez les processus, ça vient du fait que vous avez des processus à nu plus 1 et à nu moins 1. Donc quand vous regardez ça, si vous regardez comment est construite le grand lambda, vous avez les processus P nu plus 1 et P nu moins 1. D'accord ? Et ça introduit le principe d'exclusion qui va arriver dans cette égalité, que vous n'aviez pas avec des électrons. D'accord ? Donc vous avez bien, ici, si vous regardez qu'un processus, vous avez bien un truc qui est complètement symétrique. Par contre, si vous imposez la somme avec nu prime égale nu plus 1 plus nu prime égale nu moins 1, vous êtes obligé ici de garantir ici le principe d'exclusion en ajoutant cette exponentielle qui va être là. D'accord ? Donc là, on a vu les problèmes de diffusion par les électrons et par les phonons. D'accord ? Donc on les a mis, on les a un petit peu explicités. Donc maintenant, on va regarder. Pourquoi j'ai des pages qui ne sont pas à leur place dans mon truc ? On va calculer explicitement des coefficients de transport. Ça, c'est bien, des trucs qui ne sont pas dans l'ordre. C'est bien. Allez, on y va.
va faire ça. Donc c'est le petit f chez moi. On va chercher une solution approchée de l'équation de Boltzmann. Donc c'est là qu'on va calculer explicitement le f. Voilà, donc là, dans cette partie-là, vous allez voir qu'à la fin, on va obtenir une vraie solution de l'équation de Boltzmann, une vraie solution. On va obtenir un f qui va nous permettre explicitement de pouvoir calculer des conductivités, des choses comme ça. Bon, donc on a f0, donc je vous rappelle que f0, on sait ce que c'est. Hein. Donc, les interactions. Tout ce qu'elles font, c'est qu'elles ramènent f vers f0. Donc c'est ça qu'on dit. Donc f0, c'est une fonction de r, de epsilon k et de t. Okay. Donc t, c'est une fonction de r et de t. D'accord. Mu, c'est aussi une fonction de r et de t. Et epsilon k, c'est évidemment h bar 2 k2 sur 2m. Bon, ça, je l'écris en toute généralité, hein, puisque finalement, on ne va pas traiter le problème absolument comme ça. Alors, ça peut se faire, hein, si vous le faites numériquement, vous pouvez le traiter comme ça. La première, où ça, dites-moi? C'est bon? Je vais essayer d'écrire mieux, mais c'est vachement difficile, en fait. Quand on écrit fin, ça paraît vraiment qu'on écrit mal. C'est température. Température, mu, c'est la potentiel chimique et l'énergie, en fait. Okay. Et juste confirmation pour Voilà, donc on a un fil et puis on regarde toutes les variations de ces paramètres. Alors bon, donc on va reprendre simplement notre équation de Boltzmann en toute généralité. Ok. Parce qu'on est toujours en train de regarder. Parce que là, on est toujours en train de regarder des F0. Alors attendez. La F, il n'y a pas de moins. Il y a mon correcteur qui me dit qu'il n'y a pas de moins. Là, pardon. Donc, on va regarder la solution stationnaire. Donc, on va reprendre les différents termes. Donc, on a df sur dt qui est égal à v. Enfin, pardon, df sur dt plus v scalaire gradient r de f plus f gradient p de f est égal à df sur dt collision. Donc on va regarder un peu ces différents termes. Donc je numérote 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc on va regarder ce qu'ils valent et on va voir que ça simplifie pas mal de choses en fait si on regarde comment ces termes sont. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous n'avez pas lu. Dites-moi si vous n'arrivez pas à lire quelque chose, vous me dites. C'est avant. N'hésitez pas. Hein.
Donc on va regarder les choses simples d'abord. Bon, la solution, le problème 1, le 1, hein, c'est très simple. Si on est stationnaire, vous avez df sur dt qui est égal à 0. Alors faites attention, ça ne veut pas dire qu'il est à l'équilibre. df sur dt égale 0, mais f est hors équilibre. On est d'accord. Simplement, il est hors équilibre, mais toujours de la même façon. D'accord. Il n'est pas... Voilà. Alors, le 4, il est facile aussi. Le 4, on fait l'approximation du temps de relaxation. Donc le temps de relaxation, vous avez df sur dt collision. Donc ça, vous l'écrivez de la façon suivante. Vous écrivez que c'est égal à f moins f0 sur un temps de collision que vous faites apparaître comme ça. Alors, le deuxième terme, lui, il va falloir qu'on le charcute un peu plus pour sortir quelque chose d'intéressant. En fait, vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que tout s'exprime en fonction de la dérivée de la fonction d'équilibre par rapport à l'énergie. Donc, vous allez voir comment on va faire ça. Vous avez V fois le gradient par rapport à la position de F0. Vous pouvez écrire que c'est V fois le gradient par rapport à la position de mu fois la dérivée de F0 par rapport à mu. D'accord ? Et là, il ne faut pas oublier le deuxième terme, c'est que vous avez aussi, comme f dépend de la température aussi, il ne faut pas oublier quand vous faites la dérivée des fonctions machin truc bidule, il ne faut pas oublier que vous avez ici un gradient de t et un d de f0 divisé par rapport à t. D'accord, ici qui va apparaître. Donc ça, c'est dérivé des fonctions composées, donc c'est en fait une approximation linéaire, hein, toute bête. C'est bon pour tout le monde, ça? Pourquoi vous êtes passé de f à f0 dans le 2? Parce qu'on regarde, en fait là on regarde des solutions. Alors attendez. Parce que pour moi qui les ai oubliés là-haut. Attendez, je vous dis. Oui, bah, Ah oui, c'est ça. Ouais. Si. C'est une très bonne remarque. C'est une excellente remarque que j'ai oublié de vous faire. C'est qu'en fait, pour faire cette approximation ici, pour faire ce calcul-là, on fait une approximation linéaire, c'est considère que ici, on va considérer que f égale f0 pour pouvoir faire ce développement ici. Sinon, on s'en sort pas. D'accord ? Donc ici, on va considérer que f est proche de f0, ce qui va nous permettre de calculer le gradient de f. On va dire que c'est essentiellement le gradient de f0. D'accord ? c'est sur R, c'est ça? Gradient sur r et sur t. Pourquoi c'est par rapport à mu et à t que vous avez fait ça? Ah non, mais simplement c'est mu par rapport à t parce que vous savez que f, la fonction ici, ne dépend que de mu, de r et de t. Ouais. D'accord ? Donc quand vous avez un gradient par rapport à r, votre fonction, c'est simplement la dérivée des fonctions à plusieurs variables. C'est simplement ça. Vous faites la dérivée par rapport à d mu, vous avez df. Quand vous faites la dérivée totale d'une fonction, vous pouvez développer par rapport à chacune des variables de la fonction. C'est simplement un truc de maths. Ça. D'accord ? Du coup, là, c'est des gradients de r de mu, c'est des gradients en r de t. D'accord, des gradients habituels. Ouais. Les gradients habituels. Hein, On n'y a rien. Simplement, dans l'approximation linéaire, vous considérez que vous pouvez remplacer la dérivée en f par la dérivée en f0, si vous voulez. Si f est proche de f0. Alors, il faut quand même des conditions. Il faut que f soit relativement continu, qu'il n'y ait pas des... C'est pour ça que ça marche qu'à basse température. Ça. Si vous allez très loin, évidemment, c'est faux. D'accord ? Il faut être pas loin de f0. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous donnerai des chiffres pour vous montrer qu'en fait, c'est un truc qui marche relativement bien.
D'accord. Par contre, si vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, bon, je vais peut-être pas assez insister là-dessus, c'est que vous voyez, en fait, ici, vous gardez f, si vous voulez. Donc vous allez trouver que f en fonction, une expression de f0 ici. Donc ça, c'est l'approximation linéaire qu'on a déjà vue la dernière fois. Monsieur, juste avant dans le cours, on avait écrit cru que le terme collision c'était moins f moins 0 sur t. Alors, il y a peut-être un moins, ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a un moins Ouais, je pense qu'il y a un moins, là, vous avez raison. Parce que ça fait moins f1, donc il y a un moins là. Ouais. Il y a un moins devant. Je ne vois pas bien mon moins là. Bon, alors, on va regarder ces termes-là parce que c'est ceux-là qui sont importants. Donc si vous regardez la dérivée de d de f0 sur d mu, d'accord, donc je vous rappelle la fonction de f0, hein, juste simplement un truc qui a cette tête-là, c'est 1 sur exponentielle de epsilon moins mu sur 4t plus 1. Donc vous trouvez simplement que vous trouvez pour df0 sur d mu, vous trouvez moins... Pourquoi il me fait ça, lui, je comprends pas. Vous trouvez moins 1 sur 4t epsilon moins mu sur 4t, et puis vous allez trouver... donc ça, c'est simplement la dérivée. Ça, c'est simplement la dérivée du terme qui est en dessous. D'accord. Vous avez un n un u', donc le u' vous donne ce terme-là. D'accord. Et ici, on va avoir un u puissance n-1, et ça vous donne simplement à cet endroit-là, ça vous donne un exponentiel de epsilon moins mu sur 4t plus 1, et ça vous donne ici une puissance moins 2. D'accord. Donc ça vous fait le n un u'. Alors là, ce qui est un petit peu merdique à dériver, en fait, c'est ce terme-là. Parce que ce terme-là, il vous donne plein de termes. D'accord. Parce que quand vous dérivez par rapport à mu, il va vous donner un moins 1 sur kt, et quand vous dérivez l'exponentiel, il va vous donner un exponentiel moins mu fois, alors écoutez, j'ai en plus oublié un terme ici, parce que vous avez en plus un terme qui va être exponentiel d'epsilon moins mu sur kt, qui vient, je l'ai mis ou pas? Non, parce qu'il vient simplement de la dérivée de ce terme-là. D'accord. Quand vous dérivez ça, vous avez exponentiel moins mu sur kt, vous avez epsilon moins mu sur kt exponentiel d'epsilon moins mu sur kt, et il faut aussi dériver ici par rapport à epsilon. Donc vous avez un troisième terme qui apparaît. Okay. Vous avez ici une dérivée, le premier est une dérivée par rapport à mu, d'accord, mais c'est pareil. Donc vous avez n un u', d'accord. Alors, bon, le un c'est facile, ça donne ce terme. Okay. Par contre, il faut dériver le dénominateur aussi. Pour dériver le dénominateur, vous avez un terme qui vous fait epsilon moins mu sur 4t fois epsilon u, donc ça vous fait ce terme-là. Il ne faut pas oublier de dériver par rapport à mu aussi, donc ça vous fait un facteur moins 1 sur kt qui apparaît là. Parce que lui-même, c'est une fonction composée. D'accord. Exponentielle de epsilon moins mu sur kt, c'est lui-même une fonction f de g. Non. D'accord. Ouais. Il n'y a pas de moins. Donc, si vous voulez, alors. Donc, alors, ce qui est difficile, c'est ce terme-là. On se demande tous d'où il tombe. Mais en fait, il vient simplement. Alors, je vais vous le faire ici, si vous voulez. Alors, je vais vous montrer d'où ils viennent, ce terme-là. Alors, pourquoi ce terme-là? Hop. Alors, regardez bien. Si vous dérivez ça, d'accord, vous faites apparaître un terme exponentiel moins mu sur kt, exponentiel moins mu sur kt, d'accord. Il ne faut pas oublier de dériver aussi ce terme. Hein, n'est-ce pas?
Non, tout le monde est paumé là. Quand vous faites la dérivée de ce truc-là, vous faites apparaître exponentielle moins mu sur kt fois exponentielle moins mu sur kt. Mais il faut en plus, quand vous dérivez par rapport à mu, il ne faut pas oublier de faire introduire le préfacteur qui est là. Parce que vous faites exponentielle de g, vous faites... Moi, je vois pas d'où il sort le exponentielle moins mu sur kt. Bah, quand on dérive l'exponentielle, on dérive ce qu'il y a dans l'exponentielle, là. Non, mais- Normalement, il y a juste le moins 1 sur kt fois exponentielle du reste. C'est une fonction affine. C'est une fonction là. C'est une fonction affine, il y a le- C'est une fonction. Ben oui, mais le préfacteur de la Ah, fonction d'accord. affine, c'est moins 1 sur Dérivé de kt. exponentielle x, c'est exponentielle de x. C'est pas x exponentielle de x. Non, mais ça, je suis d'accord, mais vous Bah. avez ici... Non, mais Bah vous... non, du coup, là, on n'est pas d'accord. Non, je dis, parce que là, on a exponentielle, dérivé de exponentielle x. Si x est epsilon moins mu sur kt. On Oui. dérive, bah là, vous dites qu'il y a un x qui sort. Alors qu'à mon goût, il n'y en a pas. Il y a juste la dérivée. Il y a juste le moins 1 sur kt exponentielle epsilon moins mu sur kt. Il n'y a pas Vous le savez terme. pourquoi j'ai le exponentielle moins mu, ça y est, c'est sûr. Il n'y a pas d'expression. Ah oui, exponentielle x, c'est. Je suis d'accord avec Boris, le coup. Euh... J'étais pas sûre. Et il y a gamin de tout le monde. Ouais. Oui, parce que si on dit x, exponentielle x, exponentielle x. Pourquoi j'ai un exponentielle moins mu sur kt qui apparaît là? Takati, takati, takata. Ouais, c'est vrai, pourquoi j'ai un epsilon moins mu qui apparaît là? Qui doit apparaître dans mes fonctions d'après. Ah oui, non, c'est vrai, il n'y a aucune raison qu'il apparaisse là, hein, parce qu'après il s'en va ici, et après il s'en va là. Oui, non, vous avez raison, il ne doit pas y être. Il ne doit pas y être, vous avez raison. Surtout que j'en ai pas besoin après. Donc, en fait, Le le- correcteur pour rien. Ah bah ouais, non. Non, en fait, j'en ai pas besoin après. De toute façon, on s'en fiche parce qu'après, on n'en a pas besoin. Parce qu'en fait, on n'en a pas besoin après. Vous allez voir, parce qu'en fait, il simplifie. C'est pour ça que je ne m'en suis pas rendu compte de l'erreur. Alors après, vous calculez df0 sur dt. Alors si vous calculez df0 sur dt, alors là c'est un peu plus compliqué parce que comme dt est au dénominateur, vous faites apparaître un terme qui est du type moins, alors moins epsilon moins mu sur kt au carré. Là vous y coupez pas, d'accord? Et puis vous avez un terme exponentiel de e moins mu sur kt plus 1 au carré, d'accord, puissance moins 2, pardon, fois exponentielle de epsilon moins mu sur kt. Est-ce que vous êtes d'accord, le correcteur? Il y a un truc qui chiffre là. Il y a juste un grand T au début, c'est df0 sur d grand T. Mais... C'est des grands T. On peut chipoter quoi. Ouais, parce que tout le monde avait compris ça. Bon, donc ça nous fait ça. Et alors, si vous... Moi, c'est vrai, pourquoi je me suis traîné ces trucs? Vous avez raison, c'est bizarre, je me suis traîné ça, mais en fait, je m'en suis pas rendu compte parce que ça simplifie après, ce terme-là. C'est pour ça que je me suis pas rendu compte que c'était complètement con d'avoir ça. Et alors, en fait, si on... Le dernier truc qu'on va calculer, c'est d de f0... d de f0 sur d de epsilon. Et là, vous trouvez simplement moins 1 sur kt. Et puis, vous trouvez la même chose, hein, c'est-à-dire vous trouvez exponentielle de epsilon moins mu sur kt plus 1 puissance moins 2, exponentielle de epsilon moins mu sur kt. Donc en fait, vous voyez qu'on a écrit tous ces trucs-là parce que vous pouvez tout écrire en fonction de la dérivée par rapport à l'énergie. Donc en fait, tous ces termes-là, vous allez pouvoir les écrire en fonction de la dérivée par rapport à l'énergie. Donc en fait, cette dérivée par rapport à l'énergie va se retrouver en préfacteur de tout le reste. D'accord ?
Alors, quand vous avez ça, alors quand même ça repose effectivement sur la remarque qu'on m'a fait tout à l'heure et sur laquelle je ne suis pas du tout j'ai zappé de vous la faire remarquer, c'est effectivement vrai tant qu'on est dans l'approximation linéaire. Parce que si on garde f, on ne sait pas du tout faire ça. Parce qu'on ne sait pas quelle tête va avoir f. Donc ça, c'est important qu'on soit dans l'approximation linéaire. Okay. Alors, si vous regardez ce que ça peut donner, là, ça c'était simplement le deuxième terme de l'équation. Donc c'est le gradient, le vitesse fois le gradient de f. Donc maintenant, on va regarder le troisième terme, donc le f fois le gradient de f. Et on va faire la même chose, on va se mettre dans l'approximation. Vous apercevrez que vous avez essentiellement df0. Vous avez d de f0 sur d mu qui est égal à moins df0 sur d epsilon. Et vous avez df0 sur dt qui est égal à moins epsilon moins mu sur t d de f0 sur d epsilon. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on cherchait pour le deuxième terme. Hein, si vous remontez un petit peu, c'était le deuxième terme, donc linéaire. Et donc le troisième terme, il va nous donner simplement que f fois le gradient p de f0. Ben en fait, on va introduire à la main une dérivée de l'énergie. Hein. Vous introduisez simplement un gradient p de l'énergie et vous faites ici une dérivée par rapport à l'énergie. D'accord ? Et puis, de façon évidente, le gradient par rapport à l'impulsion de l'énergie, c'est la vitesse. Okay. Et donc, vous avez ici que f gradient p de f0 est égal à E, on va mettre le E devant, à E, facteur de E, plus V vectoriel B, facteur de V, df0 sur d epsilon. Alors là, vous voyez tout de suite qu'il y a un petit souci quand même avec notre bazar. C'est que si vous regardez la façon dont la force va s'exercer sur ma quasi-particule, vous voyez qu'à l'ordre 0, le champ magnétique n'a pas d'effet. D'accord ? Alors pour une raison simple, c'est que si vous regardez à l'ordre 0 ce qui se passe, vous avez ce terme-là, il est forcément nul. D'accord ? Parce que vous avez V vectoriel B, effectivement V vectoriel B c'est un terme qui est perpendiculaire à V. Donc V vectoriel B, V vectoriel B scalaire V, c'est un terme qui va faire 0. D'accord ? Donc ça veut dire que sur une distribution à l'équilibre, le champ magnétique n'a aucun effet. Alors ça, vous le savez, parce que finalement, qu'est-ce que c'est pour avoir un effet sur la distribution d'équilibre, il faudrait... Ouais. J'ai juste une question sur le calcul du jeu. Partons, on a écrit les fonctions de distribution à l'équilibre, alors qu'on a l'équation de Boltzmann n'avait pas à l'équilibre. Ah bien sûr. Alors c'est tout le problème, c'est-à-dire que la fonction de Boltzmann, c'est fondamentalement une distribution hors équilibre. D'accord ? Partout, c'est une distribution hors équilibre. Alors le problème qu'on a, c'est qu'on est obligé de faire une approximation pour la calculer. Et à un moment, l'idée qu'on a, c'est de dire que dans le membre de droite, on fait une approximation dite du temps de relaxation. Donc on écrit que le df sur dt hors équilibre, c'est égal à f moins f0 sur tau. Donc ça veut dire qu'on écrit que la fonction hors équilibre, que les collisions vont ramener la fonction vers f0 sur un temps tau. Et à gauche de l'équation, on fait l'approximation linéaire, ça veut dire qu'on dit qu'on peut remplacer f par f0. Ça veut dire qu'on dit que pour calculer la fonction f, on peut calculer les effets des collisions, de la force, etc., sur la fonction f0. D'accord ? Et ça, cette approximation linéaire, elle est très importante. Ça veut dire que je peux prendre un truc à l'équilibre et calculer ce que je fais quand je tire dessus. Et ça me donnera la fonction hors équilibre. Ce qui évidemment est faux. Vous avez raison de dire que c'est faux. Mais le problème, c'est que si je prends la fonction hors équilibre, je ne sais plus le calculer. Parce qu'il faut que je le calcule de façon self-consistante. Donc c'est ça l'approximation. Par contre, regardez bien ce qui se passe ici.
Vous voyez qu'ici, ça commence à merder mon affaire. Parce que j'obtiens un truc où je m'aperçois qu'en faisant ce jeu-là, j'obtiens un truc qui merde. Parce que le champ magnétique, je ne peux pas le prendre en compte dans cette approximation. Puisque vous avez V vectoriel B scalaire V qui est 0. Alors pourquoi vous faites ça? Il y a une raison triviale en fait. Pourquoi ça ne marche pas? C'est pas français ce que je raconte là. C'est que simplement, la fonction d'équilibre, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est le débat qu'on avait la semaine dernière où je me suis vautré lamentablement, c'est que la fonction d'équilibre, elle ne tient compte que de l'énergie. D'accord? Or, vous savez qu'un champ magnétique n'injecte pas d'énergie dans un système. D'accord? Le champ magnétique, il ne change pas l'énergie. Donc s'il ne change pas l'énergie, il ne va pas vous changer la fonction de distribution à l'équilibre. D'accord? Donc s'il ne vous change pas la fonction de distribution à l'équilibre, il ne va avoir aucun effet. Or, comme vous êtes en train de calculer f en fonction de f0, d'accord, et ben, pour le champ magnétique, vous pouvez pas, ça ne marchera pas. D'accord? Donc si vous voulez tenir compte du champ magnétique pour calculer f, il va falloir aller un ordre plus loin dans la distribution. C'est ce qu'on fera, je pense, la semaine prochaine. Et là, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Okay. Mais pour ce qui est du champ électrique, là vous pouvez très bien tenir compte du champ électrique à l'ordre 0, vous voyez que vous avez un résultat. Alors évidemment, tout ça c'est du linéaire, donc il y a un moment où si vous mettez des champs plus forts, des températures plus élevées, ça va devenir faux. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire simplement que pour tenir compte du champ magnétique, on va écrire on va garder le terme suivant, c'est-à-dire qu'on va garder E V vectoriel B fois gradient fois 1 sur h bar. Alors, il y a un petit changement de variable à la con. Hein. Gradient K de F1. Je mets les indices en haut ou en bas, je ne sais même plus. Voilà. Donc le h bar, c'est juste un changement de variable. Voilà, donc à partir de là, je peux remettre tout ensemble, d'accord? Et je vais écrire que finalement, donc il reste F, j'écris que c'est F0 plus F1. Alors je crois que mes indices commencent à se balader entre le haut et le bas. Hein? En bas c'est mieux? Ouais, alors c'est mieux en bas, alors je vais les mettre en bas. D'accord? Ouais, vous avez une question? Ouais, mais je pense qu'on en a déjà assez parlé, je comprends après. Donc voilà, donc je garde le terme en F1. Et ce terme en F1, c'est aussi celui qui va venir ici. Hein. Donc dans mon développement de F, pardon, c'est le même F1 qui apparaît ici. D'accord? Et vous trouvez que V, donc évidemment préfacteur de tout ça, vous trouvez un epsilon moins mu sur T, gradient R de T plus gradient R de mu moins E fois E fois moins D de F0 sur D de epsilon plus E sur H bar fois V vectoriel B gradient K de F1 est égal à moins F1 sur tau. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'équation de Boltzmann linéarisée. Qu'est-ce qui se passe là?
Ah oui, c'est mon outil là, qui me fait ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, alors ça c'est connu, hein, c'est très simple, c'est l'équation de Boltzmann. Linéarisé, donc linéarisé parce que vous voyez qu'on a tout exprimé en fonction de F0, sauf évidemment la partie champ magnétique. Et on l'a écrit dans l'approximation. Monsieur, Ouais. vous avez fait déjà apparaître la fonction à l'ordre supérieur pour B. Ah bah oui, je suis obligé là. Si je le fais pas, j'ai rien. Après, vous pourrez ne pas s'en soucier. Oui, oui, non, mais après on va l'enlever. Hein. Mais attendez, on peut ne pas s'en soucier, c'est à moitié vrai ce que vous dites, parce que, par exemple, si vous faites de l'effet Hall, vous mettez pas ce terme, vous n'avez rien. Oui, Donc en fait, on va faire ce que vous dites, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va regarder sans champ magnétique, et on va donc enlever ce terme-là. Deuxième temps, on va regarder les problèmes de l'effet Hall, et là, on est obligé de garder ce terme, et vous verrez tout de suite que les choses deviennent beaucoup moins marrantes quand on met du champ magnétique. Alors en fait, physiquement, il y a une raison, c'est quand vous mettez du champ magnétique, vous brisez la symétrie. Hein, donc parce que là, F1, on ne le connaît pas par contre. Ah non, mais le jeu, c'est de le calculer maintenant. Ouais, oui, c'est ça. Ah oui, c'est le F1 qui vous donne le courant. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va essayer de le calculer. D'accord ? Alors, bon, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut faire quand même un certain nombre de commentaires. C'est sur ce temps de relaxation. Par rapport à certaines énergies, à certaines autres grandeurs du problème. Par contre, comment ça se fait que le V il a disparu, c'est le dérivé par epsilon, c'est devenu un gradient par rapport à K avec un H bas. Hein, pardon ? Pour tenir compte de B, l'expression que vous avez écrite, pourquoi il y a un H bar et un gradient par rapport à K? Parce que, alors attendez-moi. Il y a bien une vitesse qui intervenait encore et un degré. Ouais, mais parce que V égale H bar K. Ah ouais. Et donc, comme V égale H bar K, si on met H bar, on a un gradient sur K et ça doit le faire, ça. C'est juste un changement de variable, il faut prendre le gradient sur K. Parce que le gradient sur K, vous pouvez l'écrire 1 sur D sur dK, et comme HV c'est H bar K, ça vous fait un 1 sur H bar D sur dV, et ça vous fait un gradient sur K. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, par contre, au-dessus, on a plus de gradient. Ah oui, c'est au grade T par rapport au ouais, d'accord. Non, je pense que ça le fait, là. Je pense que celle-là n'a pas de faute. Parce que je l'ai vérifié, je l'ai encadré, donc en général, je les vérifie, celles qui sont encadrées. Donc, non, mais sérieusement, il y a une chose très importante ici, c'est... que vaut taux, alors, ça paraît un peu abstrait de dire comme ça, mais... Ça veut dire que vaut taux, et en particulier, qu'est-ce qui est important par rapport aux autres temps caractéristiques du problème. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il faut que taux soit grand. Donc, il faut que taux soit grand. Pour garantir. Alors, ce qu'il faut en particulier, c'est que 1 sur taux soit très grand devant l'énergie de Fermi. D'accord ? Petit, pardon, devant l'énergie de Fermi. Bon, je vais l'écrire bien, excusez-moi. Donc 1 sur taux doit être très grand, très petit devant l'énergie de Fermi. D'accord ? Ensuite, vous avez aussi que 1 sur taux doit être très petit devant toutes les autres énergies, c'est-à-dire EV ou KT. Alors, si vous regardez ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un niveau, quand vous allez regarder un niveau, il va rester bien défini. C'est-à-dire que si vous regardez votre fonction de distribution, donc là je mets les énergies,
puis là, je vais mettre l'énergie de Fermi, ou le mu, bon, on va considérer que c'est à peu près la même chose. Puis là, l'occupation. Vous avez un truc, en gros, qui fait comme ça, d'accord? C'est super mal dessiné, mais enfin bon. Essentiellement, on va dire que ça, c'est KT. J'arrive jamais à les dessiner parce qu'elles sont arrondies aux deux bouts. Et en fait, en gros, ça, c'est un niveau. Alors, et puis, où c'est qu'il va retrouver? Alors, si vous regardez, le EV, il se retrouve là. Hein. Alors, je vais le faire plus grand. Voilà, donc EV, c'est ça. EV, c'est cette largeur-là. Okay. Alors ça, c'est sur un système complètement thermalisé. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, la température est la même, c'est la tension simplement décale les fonctions de distribution. Mais vous voyez qu'elles sont exactement les mêmes. Donc ça, c'est le cas dans lequel on se place. Il n'y a pas de gradient de température. Par contre, on a un gradient, on a une tension différente de deux bords. Alors, ce que veut dire ça, ça veut dire que simplement, on est dans des niveaux qui sont fins. Alors, par exemple, ça, c'est le cas d'un niveau infiniment fin. Donc là, on est dans le cas, un niveau où 1 sur tau est très petit devant EV. Ça veut dire que le niveau est très très fin. Et inversement, vous pouvez être dans un niveau comme ça. Vous pouvez être dans un niveau, alors je vais le mettre par exemple en vert. Là, vous avez un niveau qui est très élargi par les... Bon, je ne sais pas comment on va le dessiner, parce que vous reconnaissiez ça. Je vais refaire le dessin en dessous, c'est peut-être le mieux. Et puis, si vous avez un truc qui va ressembler à ça, donc vous avez ici toujours la fonction de Fermi, qui est censée être une fonction de Fermi. Et puis, vous pouvez avoir un niveau qui va être très large, comme ça. Qui va occuper plusieurs, qui va être très étalé comme ça. Et là, vous avez 1 sur tau qui est de l'ordre de KT. D'accord? Qui va être de l'ordre de la température et de l'ordre de EV. Donc, ce qui se passe, c'est que vous voyez, quand vous avez un niveau qui est très élargi par les interactions, à ce moment-là, vous voyez que la température n'est pas bien définie dans votre système, que même la tension peut ne pas être bien définie. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que votre temps de relaxation, ici, soit suffisamment grand, d'accord, pour garantir que votre niveau soit suffisamment fin. Okay. Autrement dit, si vous travaillez sur des niveaux où les interactions sont tellement fortes que votre niveau n'est pas bien défini, vous êtes dans un système où vous ne pouvez plus du tout faire cette approximation-là parce que votre niveau, le temps de vie de votre niveau est beaucoup trop court pour pouvoir considérer que vous avez vraiment un électron qui est sur un état quantique bien défini. Les transitions K n'ont plus de sens, si vous voulez. Alors ça, c'est le cas, par exemple, si vous avez des températures très élevées ou si vous êtes soumis à un rayonnement très fort ou quelque chose comme ça. En gros, si vous voulez, pour qu'on puisse parler d'un niveau, il faut qu'il vive assez longtemps. Dit trivialement, c'est ça. D'accord ? Si un niveau, il vit tellement peu qu'il n'a pas le temps d'être défini, on ne peut pas parler d'un niveau, si vous voulez. Et ça se traduit en termes d'énergie sur la largeur d'un niveau. Il faut que la largeur d'un niveau soit très petite devant tous les paramètres. Alors, si vous êtes dans un métal, alors typiquement, c'est pour ça que je vais vous donner un peu des chiffres. Dans un métal, l'énergie de Fermi, c'est typiquement quelques EV. Et 1 EV, c'est 10 puissance 4 Kelvin. Donc là, vous êtes tranquille, vous n'aurez jamais un niveau qui est plus large que EF. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous regardez ce qui peut se passer au niveau du champ magnétique pour B, vous avez 1,5 Tesla par Kelvin. D'accord ? Alors ça veut dire en particulier que c'est une erreur que font souvent les gens. On ne peut pas polariser un métal. Ça veut dire quoi, ce 1,5 Tesla par Kelvin? Alors, si vous faites l'équivalent, G mu B égale KT en énergie. Ça veut dire que si vous voulez, essentiellement, si vous voulez prendre une sphère de Fermi dans un métal et retourner les électrons de telle façon que vous avez polarisé tous vos électrons. C'est-à-dire qu'il faut amener tous les électrons, pour les polariser, il faut les mettre au-dessus de la sphère de Fermi, de telle façon que vous avez vidé votre sphère de Fermi jusqu'à EF et vous avez mis tous les électrons au-dessus. Il faudrait mettre un champ qui est de l'ordre de 10 000 Tesla. D'accord ? Ça, c'est strictement impossible.
Sachant que les champs les plus forts que vous pouvez faire à côté, là, chez nos copains, c'est de l'ordre de 35 Tesla ou un truc comme ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. Bon. 43 Tesla quand ils ont le vent dans le dos, quoi. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, vous ne faites que gratouiller la surface de Fermi. D'accord. Pareil, quand vous mettez des tensions raisonnables, vous mettez quelques microvolts, quelques volts. Les températures, c'est pareil, je dois les chauffer un petit peu. Donc, il faut voir que dans un métal, toutes les expériences que vous faites dans des métaux, vous ne faites que chatouiller la surface de Fermi. La surface de Fermi est la plus grande de toutes les énergies dans un métal. Même quand vous êtes à l'ambiance, vous voyez, vous comparez 300 Kelvin à 10 000 Kelvin. D'accord. Donc la surface de l'énergie de Fermi est la plus grande de toutes les températures, toutes les énergies qui peuvent apparaître dans un métal. Dans un semi-conducteur, ça peut être différent parce que vous avez des dopages qui sont beaucoup plus faibles. D'accord. Donc là, ça peut se discuter. Pour le champ magnétique, non, parce que pour polariser, il faut y aller. Mais pour ce qui est des énergies, des tensions, etc., ça peut se discuter. Ok. Alors, au passage, vous pourrez aussi regarder, alors ça c'est un peu plus compliqué, mais ce que vaut le taux en termes de fréquence. Alors là, par contre, on peut accéder aux fréquences du taux. Ça peut se faire assez simplement. Ce que je voudrais simplement que vous mettre en tête, c'est que simplement, quand on parle des métaux, on oublie souvent le fait qu'on est à la surface de Fermi. Parce que souvent, les propriétés des métaux, c'est intéressant à la surface de Fermi. Donc, on regarde que ce qui se passe à la surface de Fermi. Mais il ne faut pas oublier que notre électron, il est assis sur 5 eV d'énergie. D'accord. Et ces 5 eV d'énergie, il les a, il est assis dessus. Et donc, simplement, quand on veut travailler avec ces électrons, il ne faut pas oublier qu'il y a 5 eV d'énergie et qu'on ne va pas le polariser comme ça, tranquillement. D'accord. Ça m'est arrivé à quelqu'un de très sérieux qui est parti dans un papier en disant qu'il polarisait un gaz d'électrons. Et je lui ai gentiment fait remarquer que c'était un petit peu difficile. Donc maintenant, on va calculer effectivement, comme vous le faisiez remarquer, on va calculer la conductivité dans des cas très simples. Alors, le but de ça, c'est de vous montrer comment on fait, en fait. Après, dans les cas plus compliqués, on fait la même chose, sauf qu'on le fait de façon, quand on l'applique in extenso, voire numériquement, si vous voulez. Mais ce qu'il y a, c'est que je voudrais vous montrer comment on se sert de cette équation de Boltzmann qui vous donne... Alors, ça sert pour plein d'autres choses, l'équation de Boltzmann. C'est un truc très général. Même les matheux, ils s'excitent là-dessus. Alors, je ne sais pas même pourquoi, mais enfin, c'est un truc que les matheux aiment bien. Donc, je crois que Villani a fait pas mal de trucs là-dessus. Mais, il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça. Alors, dire qu'on va prendre un cas simple. Ouais. Pour un métal, j'ai dit qu'on ne peut jamais polariser un métal en champ magnétique. Par Kelvin. Ça veut dire que si vous faites la correspondance entre μB et kT, vous trouvez qu'en énergie, il faut mettre 1 Tesla et demi pour 1 Kelvin. En gros, si vous avez une sphère de Fermi qui fait 10 000 degrés, enfin en énergie, c'est pareil, elle fait 5 eV, c'est l'équivalent de 10 000 degrés, il faudrait que vous mettiez 50 000 Tesla pour arriver à polariser votre sphère de Fermi. Sachant qu'en LCMI, ils font 40 Tesla quand tout va bien, quoi. Quand l'hiver est assez froid, quand le drac est assez froid. D'accord. Donc les champs magnétiques, il faut savoir que c'est super dur à faire. 1 Tesla et demi, c'est facile, hein, vous enroulez un fil sur votre bobine, vous avez 1 Tesla et demi, hein, mais c'est pas la même soupe quand vous arrivez dans les forts champs. Donc la conductivité, donc on va prendre en particulier une seule bande. Ouais. Ah ouais, comment on compare? Ah oui, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Ouais, je mets jamais les constantes, c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. En fait, ouais, mais vous multipliez par h-bar, ça vous fait l'énergie. J'ai oublié tous les h-bar, parce que 1 sur taux, vous mettez h-bar sur taux, ça vous fait l'énergie. KT, ça vous fait l'énergie, donc comparez h-bar sur taux à KT. Et le champ magnétique, vous multipliez par G. Alors comment ça s'appelle G? C'est la merde. Ouais, c'est le magnéton, vous multipliez par G, G mu B, ça vous fait l'énergie aussi. Vous pouvez tout convertir en joules comme ça. Pour ceux qui font la physique expérimentale après, vous verrez que c'est des constantes que vous avez très vite en tête pour convertir.
Ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui ne l'est pas pour un expérimentateur moyen, quoi, ou un physicien moyen. Donc on va prendre une seule bande, d'accord? Donc une seule bande, alors déjà c'est pas le cas du silicium. Alors je vous dis tout de suite, le silicium que vous voyez dans tous vos circuits intégrés, etc., en fait c'est une horreur au niveau de la description, hein, parce qu'il y a 6 bandes, donc il y a 6 vallées, enfin c'est une horreur. Alors bon, c'est vraiment pas le cas le plus simple. Le plus simple c'est l'arsenure de gallium, hein, l'ASGA c'est un truc très simple à décrire, mais le silicium c'est une vraie horreur. Donc on va prendre une relation de dispersion quadratique. Alors ça c'est sympa aussi parce que c'est bien, hein. On sait tout faire. Donc on va prendre que l'énergie, c'est H bar 2, K2 sur 2M, étoile éventuellement. Bon, l'étoile on va la laisser tomber, hein, vous savez qu'elle y est. Puis on prend un vecteur d'onde de K, un état K, donc on a VK qui est égal à H bar K sur M étoile. Ok. Alors, ce qu'on va prendre, ouais, quand même, on va prendre que taux, on va le prendre qu'il est isotrope. Mais il peut dépendre de K. Donc en fait, il est isotrope, mais il dépend de l'énergie, si vous voulez. Ouais, c'est mal formulé. Il dépend de l'énergie, c'est-à-dire qu'il est rond, enfin, il est rond, il est en sphère, quoi, mais il dépend de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Enfin, plus il est loin, plus il est... enfin, voilà. Comme un gaz de Fermi, c'est un taux carré, si vous voulez. Enfin, le carré. Bon, allez, on fait le truc le plus simple. Comme ça sera fait. Peut-être pouvoir y arriver. Hop. Donc on va faire le cas le plus simple. On va faire comme tout le temps en France. On fait dimension 1, puis après on fait dimension 1. La conductivité électrique isotherme. Et hop, zoupeta, c'est parti. Bon, alors on prend un champ électrique. Uniforme et constant. Bon, ça c'est voilà, c'est un champ électrique uniforme constant, il n'y a rien d'extraordinaire. On prend un champ magnétique nul. Alors on prend une température uniforme. Alors ça c'est un peu moins évident quand même parce que ah merde, j'avais des trucs que je voulais vous montrer, puis bon bref. Quand vous prenez des tout petits échantillons, même de métaux, hein, quand vous êtes à très basse température, genre en dessous de 100 milliK, quoi, même en dessous de 50, la longueur de thermalisation des électrons est pas si courte que ça. Donc, par exemple, il y a des gens de Saclay qui me rappellent qui avaient fait des manips sur des fils de cuivre, hein, qui étaient, je sais plus quelle longueur, mais et ils montraient qu'en fait, pour qu'on ait une distribution d'équilibre dans un fil, quand on envoyait des électrons, il fallait une distance qui était, voilà, j'allais dire macroscopique, non, parce que c'était quand même des micromètres, mais je veux dire qui n'était pas complètement négligeable. C'est pas juste à la sortie du réservoir qu'on a une distribution d'équilibre. Donc c'est pas quelque chose de complètement évident dans certains cas. Donc on n'a pas de gradient de mu, de potentiel chimique. Et voilà quoi. Évidemment l'équation elle devient un tout petit peu ridicule. Ça ressemblera à quoi
Ah si vous avez un dopage différent dans un smicron, par exemple, vous faites une diode, il y a un gradient nu. Donc finalement, mon équation de Boltzmann, elle devient tout bêtement ça. Hein. Il me reste que le champ électrique. Puis il me reste ici, mais pourquoi il m'embête aujourd'hui, c'est fou ça. Il me reste moins c'est ce qui me reste quoi d'ailleurs. Il me reste un moins D de F0 sur D epsilon ici, plus c'est égal à moins F1 sur tau. Donc il dépend de epsilon pour le coup. Et puis on a un courant hein, qui dépend évidemment, J, qui dépend de 2E. Alors ça on l'a vu on a vu il y a longtemps, hein, donc on va regarder, je sais plus d'où viennent les constantes, mais enfin. Si le 2pi cube, alors 2 c'est pour le spin, le 2pi cube il vient à un moment de l'intégrale sur l'intégrale sphérique sur les dk, bon ça c'est pas très important. Vous avez ici l'intégrale sur F1, vous avez VK dk. Voilà, bon ça c'est juste ce qu'on doit calculer. Voilà, donc le principe c'est ça. Là, là on voit le principe du jeu. On a une intégrale sur F1, on va la remplacer par quelque chose qui dépend que de F0. Ok. Alors ici j'ai regardé que la partie en F1 parce que évidemment quand j'intègre, j'ai une partie aussi qui contient F0, puisque F c'est F0 plus F1. Alors j'ai pas écrit la partie sur F0 parce qu'évidemment elle donne une contribution nulle, hein, parce que à l'équilibre j'ai pas de courant. Okay. Ça Ça Ouais. Bah, c'est celle d'avant, sauf que j'enlève tous les termes qui sont D'accord, du coup, vous avez juste ce qui voilà, c'est juste ce qui reste. Ça c'est tout bête, hein, vous prenez celle d'avant. Donc ça c'est le courant, tout bêtement aussi. Ok. Voilà. Donc, alors ici, ben, je regarde simplement ce que j'obtiens pour F1. Donc je regarde ce que vaut F1. Et j'ai F1 qui devient E, taux de E, enfin taux de epsilon, pardon, V vectoriel E. Et puis j'ai moins df0 sur d epsilon. Okay. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous paraît fou. Hein. C'est juste, moi j'ai retrouvé la formule qu'on avait mise pour le J, et ça nous faisait Q, donc la charge, fois l'intégrale de F1 fois V fois D3P. Donc je cherchais comment on pouvait obtenir ça à la fin. D3 quoi D3P. P c'est impulsion. Comme c'est isotrope, ça fait 4 pi carré dp. Ouais. Mais Ah non, après, non, attention. Ce 4 pi carré dp, c'est quand vous passez en norme, ça. Là, on est encore en vecteur. Parce que quand vous intégrez sur un vecteur, quand vous passez en norme, ça vous fait 4 pi carré, dp, dk. Quand vous passez en norme, mais là pour l'instant on n'est pas encore en norme, on est en vecteur. Vous intégrez sur dk vecteur ici. Et donc, mais le 2 pi cube, il vient d'où? Il vient d'une normalisation de je sais plus. Honnêtement, faut regarder le calcul exact. C'est une normalisation. C'est quand même le même J que ce que j'ai dit? Ça dépend de quel J vous me parlez. C'était le J dont on avait. Oui, non, c'est le même. Oui, c'est le même. Ça, c'est le même. Ok. Non, le 2pi cube, il vient d'un truc comme vous me dites, pardon. Mais c'est pas du passage. On va passer plus tard. En fait, on va intégrer en énergie plus tard. Mais effectivement, mais par contre, ça vient pas parce que le dk vecteur, quand vous allez passer, vous avez un 4 pi carré qui va apparaître, mais il vient pas de là parce que pour l'instant, on est encore en dk vecteur. D'accord. Donc plus tard, il va se transformer en 4 pi k2 dk. Ok. Donc, il suffit de remplacer maintenant et vous obtenez que J. Donc, je vais mettre un vecteur si vous voulez pour vous rassurer. Alors, égal à 2E sur 2pi cube. Bon, puis après, il suffit que je marque ce qui reste. Hein. J'ai une intégrale de E taux de epsilon. Et puis, il me reste un V
scalaire E. Et puis j'ai un moins d de f0 sur d epsilon v dk. Ok. Alors, bon, évidemment, on va prendre E selon OX. Donc, vous avez E qui devient EX 0, 0. Et ça vous entraîne que J qui devient JX. Hein. C'est égal. Alors, si on fait ça, ça vous fait E. Mais pourquoi il me change tout seul le truc, lui? C'est quoi ce bazar? JX qui est égal à E sur 2 pi cubes, ou 4 pi cubes, pardon. Et puis il vous reste une intégrale, c'est un E carré si je sors un E, et il vous reste une intégrale de taux E, taux de epsilon, pardon, Vx carré, EX, moins df0 sur d epsilon. Alors là, il faut faire attention à un truc, c'est qu'on intègre toujours sur un vecteur, là. D'accord? Parce que l'intégrale sur ce vecteur, elle veut dire qu'on intègre dans tout l'espace. Donc même si on regarde un champ qui est que en x, il faut regarder la contribution de tous les vecteurs k. D'accord? Il faut bien que je regarde les contributions, parce que c'est pas parce que mon champ est en x que le vecteur qui est comme ça ne contribue pas. D'accord? Il faut bien que je regarde les contributions. Ça, j'en ai marre de parler là-dedans. Il faut bien que je regarde la contribution de tous les vecteurs qui sont dans la même direction. Il y a une faute? Non, non, je me demandais, c'est JX. Oui, c'est un JX. Très mal écrit, mais c'est un JX. Voilà. Non, le seul point à vérifier, à comprendre, c'est qu'on intègre toujours sur un vecteur. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Ah oui, si, alors là, on va faire un truc. Alors, on va passer une intégrale sur les énergies. Alors, c'est un peu plus simple parce que, comme tout notre BIMS, là, c'est en énergie, tout ça. C'est plus facile en énergie parce que, vous voyez, le Vx carré, c'est en gros l'énergie, quoi. Donc, on va intégrer sur l'énergie parce que là, on est l'énergie, là, on est l'énergie. Donc, on va intégrer sur les énergies. Alors, c'est là où on va faire un changement de variable. D'accord? Sur les énergies et on obtient la chose suivante. Et on obtient simplement que Jx est égal à E carré. Et puis ici on a une intégrale de Vx fois A. Ouais, Vx, on va l'écrire comme ça, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Vx Ex moins... Putain, mais il m'énerve à faire ça lui. Puis il me reste toujours le terme moins df0 sur d epsilon. Et puis ici il nous reste n de epsilon, des taux de epsilon, d epsilon. Donc n de epsilon, c'est la densité électronique. Alors, est-ce que vous voulez que je vous explique comment je change de variable ou est-ce que vous le ferez tout seul? Vous voulez bien que je vous explique le changement de variable? Alors, je l'explique de la même manière, c'est-à-dire la version pédestre. Alors, ceux qui ont fait les bonnes écoles, peut-être qu'ils préfèrent une autre méthode. Donc, je vais vous le faire ici. Ok. Donc, dk. Alors, je suis d'accord avec vous, quand je vais faire mon intégrale, ça va devenir 4 pi k2 dk. À un moment. D'accord? L'énergie, c'est K2. Bon, alors je ne mets pas les constantes, hein, vous les remettrez plus tard. D'accord? Donc vous avez ici que epsilon, c'est essentiellement K dk, ok? Bon. Des epsilon plutôt. Oui, des epsilon, tout à fait.
Donc, si vous prenez ces deux trucs, vous arrivez au fait que dk, ça va devenir simplement un truc qui va être en énergie, d'accord? Et dk, c'est d epsilon sur k. Et k, c'est essentiellement racine de e, d'accord? Donc, vous obtenez un truc en racine de e, de. D'accord? Et racine de e, bah, 3 dimensions, ça c'est simplement la densité. D'accord? Ça, c'est si on considère un truc isotrope, par contre. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Ok, donc c'est tout con. Alors les constantes, je les ai toutes laissées tomber, donc bon, bah, faites-moi confiance. Hein, on va dire que 2 pi égale 1, et puis voilà quoi. Mais elles sont bonnes les constantes, hein, par contre. On arrive bien à ça. Et alors justement, le fait que c'est isotrope, c'est un coup de bol, parce que le truc d'après, ça va nous servir, l'isotrope. Parce que ça va nous permettre... Alors pourquoi j'intègre sur E, vous allez voir tout de suite, parce que justement, ça va nous permettre d'utiliser l'équipartition de l'énergie. Pour un système isotrope, vous savez que l'énergie, bon, c'est un demi de m étoile facteur de vx carré plus vy carré plus vz carré. Bon, ça, c'est pas un scoop. Hein. Donc ça c'est équivalent de 3 demi de m vx carré. Donc c'est là où effectivement l'isotropie intervient. Et ça vous donne simplement que rien du tout d'ailleurs. Rien, non, c'est juste l'énergie qui vaut ça. Donc, vous remplacez Vx carré par l'énergie et vous obtenez simplement que Jx est égal à 2e carré sur 3m fois l'intégrale de epsilon, n de epsilon. Ah oui, alors par contre là, on part de 0 à l'infini, puisque l'énergie, évidemment, ne peut pas être négative, donc les bornes d'intégration deviennent 0 à l'infini. Epsilon, n de epsilon, taux de E. Et puis vous avez toujours votre EX qui traîne. Alors le X, on aurait pu le sortir, en fait, ça aurait été plus élégant de sortir d epsilon. D'accord? J'ai pas un df0 sur d machin qui traîne, là, que j'ai oublié. Pas le plus grand des hasards. Il me semble que j'ai oublié un truc, non? Voilà. Il me semble que ça sera mieux comme ça. Alors, donc ce qu'on peut en déduire tout de suite. Et du coup, monsieur, pourquoi vous aviez écrit V de X de X avant? Il l'a remplacé par le Ouais, 3 il n'y demi. a pas besoin de noter V de X. Ah oui, ouais, la manière. Pardon, répétez. Auparavant, vous avez noté V de X avec, après entre parenthèses, V de X de X. Pourquoi vous aviez fait cette séparation? Pourquoi j'ai fait ça? C'est plus utile, du coup, parce qu'elle est plus. Ah oui, non, j'ai dû vouloir en faire quelque chose que j'ai abandonné après. Oui. Ah non, je pense que j'ai été lancé dans un truc et en fait j'ai changé d'avis en cours de route. Ouais. Oui, parce que dans ma tête, j'ai dû me dire ça sera plus pratique, puis en fait non. Non. Alors, vous allez voir après, alors on en déduit sigma de façon évidente. Hein. On en déduit sigma, ça c'est assez facile. Vous trouvez ça. Alors bon, évidemment, ça c'est juste mettre les termes de côté. Hein. Donc ça, je pense que vous pouvez le faire très bien. Vous trouvez sigma qui est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de epsilon n de E taux de epsilon moins d de f0 sur d epsilon d de epsilon. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que simplement, on va le réécrire un peu différemment. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va essayer de faire émerger une quantité qui est un peu plus sympathique que ce truc-là. Et en particulier un peu plus physique.
Donc on va le réécrire simplement en posant que, ce machin il bouge dans tous les sens, que n, donc la densité intégrée hein, sur les énergies, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de n de epsilon, f0, mais qu'est-ce qu'il a ce machin aujourd'hui, f0 de epsilon d epsilon. Bon, ça jusque là, j'ai pas inventé grand chose. Et je vais exprimer que le nombre total d'électrons, j'écris que c'est l'intégrale du nombre par unité de volume d de epsilon prime. D'accord? Ça, c'est le nombre par unité de volume. D'accord? Et ça, c'est le nombre total. Ok? Simplement intégrer le truc comme ça. Pourquoi par unité de volume à cause du F? Hein? Non, mais simplement, ça c'est défini comme ça, si vous voulez. J'intègre le n simplement multiplié par f par la fonction de partition, et j'intègre ça sur toutes les énergies. Simplement une définition, après je réintègre ça comme ça. Okay. Alors, ce que je réécris maintenant, c'est que le petit n, d'accord, j'écris que c'est l'intégrale de 0 à l'infini de n de epsilon f0 de epsilon d de epsilon, d'accord. Et ça, on peut le réécrire sous la forme de n de epsilon f0 de epsilon pris entre 0 et l'infini, moins l'intégrale entre 0 et l'infini de n de epsilon moins d de f0 sur d epsilon d epsilon. Alors entre les deux, ce que j'ai fait, c'est simplement ici une intégration par partie. D'accord? Alors ce qui est intéressant, c'est que ce terme-là, il est nul. Alors pourquoi il est nul? Parce que en 0, f0 est égal à 0. D'accord. Non, pardon. En 0, n est égal à 0. Je suis en retard. Hop, putain, je finis juste ça. D'accord. Donc en 0, n est égal à 0. Et puis en l'infini, f0 est égal à 0. Ok? Alors, je réinjecte ça dans mon truc. Alors simplement, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre ma formule de la conductivité que j'obtiens ici. Et simplement, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par n. Et je vais sortir ici ce qui m'intéresse. Pour l'écrire, vous allez voir un nombre qui a une conductivité fois un nombre sans dimension. Et j'obtiens simplement la conductivité sous la forme suivante. J'ai sigma qui est égal à 2 tiers. Alors le 2 tiers, on s'en fiche, hein, c'est un nombre qui est d'ordre 1. Et j'écris n e de taux sur m. Alors le taux, il va s'écrire de la façon suivante. D'accord? On a un terme qui vaut l'intégrale entre 0 et l'infini. Bon, ça, vous le savez. J'ai un moins df0 sur d epsilon n de epsilon taux de epsilon d epsilon sur l'intégrale de 0 à l'infini de moins d de f0 sur d epsilon n de epsilon taux pardon, justement il n'y a pas le taux d'epsilon ici d epsilon. Et en fait vous voyez qu'ici on a défini simplement une moyenne de taux, et donc on a n de taux sur m avec taux qui est une moyenne définie de cette façon là, d'accord, qui est définie par rapport à la dérivée de la fonction de Fermi-Dirac prise à l'équilibre. D'accord. Alors ce qu'on fera la prochaine fois, c'est que vous voyez que cette fonction-là peut se calculer assez simplement dans des cas limites, c'est-à-dire le cas soit où on a une fonction de Fermi-Dirac, dans le cas d'un métal, soit dans le cas d'un système dégénéré où elle s'exprime assez simplement à partir des fonctions d'I-gamma. Ouais. Au dénominateur, c'est un grand n, on est d'accord? Non, comme epsilon, comme ça. Bah non, il n'est pas juste. Mais c'est un grand n par contre. Où ça? Là, il doit avoir... Ah, ou alors c'est un grand n qui passe dans ce qu'il est. Oui, c'est un grand N, excusez-moi. Enfin, si... Non, mais vous avez tout à fait raison. Non, en fait, là, on a juste rajouté en n au numérateur au dénominateur.
Ouais. Du coup, il manque Non mais ça nous permet. Non mais l'intérêt c'est Il que ça manque nous une permet seconde. d'avoir un truc sans dimension et d'avoir un nombre sans dimension qui définit une façon de calculer la moyenne. Du coup, juste, il y a aussi un enseignement qui devrait